podcast SUSE, SAP et SAP News. Je suis Pierre-François Huette. Mathieu Fatré m'accompagne. Vous avez été nombreux à rejoindre cette session, ce qui prouve qu'il y a de l'intérêt. Donc, on va tout de suite vous présenter. Moi, je m'occupe de l'alliance avec SAP pour l'Europe du Sud. Et Mathieu est un solution architecte France qui va bientôt prendre des fonctions au niveau de l'Europe, tellement il est bon. Mathieu, tu mets l'agenda, s'il te plaît ? Voilà. Alors, en introduction, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette session? On se rend compte qu'on a parlé énormément du futur de SUSE et d'SAP dans l'année qui est passée, c'est-à-dire toute la partie conteneurisation, SAP EIC, etc. Néanmoins, c'est toujours les applications SAP traditionnelles, ECC, RISE, S4HANA, enfin un vocabulaire que l'on connaît depuis des années qui font tourner la machine, et on a voulu vous redonner un update sur toutes les nouveautés en termes d'operating system, d'automatisation, de virtualisation, de containerisation, même un petit peu d'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas que tournés aussi vers le futur. Le patch management, et on reparlera un peu des SAP Alliance si on a le temps. Mathieu, tu commences avec l'operating system, je crois? Tout à fait. Donc, je vais vous parler du cycle de vie de la SLES for SAP 15. Donc, la SLES, c'est le Service Pack 6 qui a cours encore jusqu'à la fin de l'année avant de passer dans l'ESPOS jusqu'au 31 décembre 2028. Pour ceux qui avaient oublié, ESPOS, c'est Extended Service Pack Overlap Support. En fait, c'est un service étendu au-delà de la fin de vie de la version SLES, qui est la base de SLES for SAP, mais c'est inclus dans la souscription, donc il n'y a pas besoin, on rajoute 3 ans de support supplémentaire. Avec l'exception du dernier service pack, où là, en fait, comme on aligne la fin de vie de la distribution, donc on a une fin de vie pour la SLES et la SLES for SAP au 31 juillet 2031. Donc là, pour continuer au-delà de cette date, il va falloir prendre une souscription long-term support. Bon, ça, c'est la petite mention en rouge que vous voyez dans la 4e colonne en bas. Le non-applicable, c'est pour vraiment aligner définitivement les versions. On continue, Mathieu? Oui, juste avant, en fait, vous pouvez retrouver ce tableau sur le lien que je suis en train de montrer là sur le bas de la page, donc www.sus.com/lifecycle. Donc là, vous retrouverez tous les cycles de vie de tous les produits SUSE, dont la SLES for SAP, donc dans les versions 15, et on passera à la 16 tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de neuf au niveau de la 15 SP7? Donc, on va pouvoir supporter les versions de HANA 2, donc en SPS 5, 7 et 8 dans les révisions qui sont indiquées. Donc là, ça a été validé par SAP. Et pour pour la partie configuration, déploiement de HANA, configuration OS, vous pouvez vous référer aux SAP notes qui sont dans le bas de cette page. Et je rappelle que bien que les Red Hat aient été rachetés par IBM, on aurait pu penser que les architectures IBM Power passeraient peut-être leurs opérations SAP sur du Red Hat. Et bien, 2 ans, 3 ans après, 4 ans après, on est toujours le leader incontesté de l'exécution des workloads SAP sur IBM Power, et nous en sommes très fiers. Ça prouve que la SLES for SAP Application de SUSE est quand même le meilleur OS pour SAP. Allez, j'arrête la pub. À toi, Mathieu. Merci. Donc là, je vais vous présenter le cycle de vie de la SLES for SAP Application 16. Donc, il commence le mois prochain. Donc, voilà, il y a eu un programme bêta qui a été réalisé, qui a commencé en début d'année et qui là est terminé. Là, il y a la version GA qui sort le 4 novembre 2025. Donc, on a un cycle de vie jusqu'en 2035, pardon, 30 novembre 2035 sur le support général. Voilà, une petite comparaison entre 15 et 16. Qu'est-ce qui reste identique? En fait, vous allez pouvoir déployer vos workloads de la même façon.
avec des packages, avec des tarballs sous forme de container ou de VM. Voilà, la SLS, c'est le système d'exploitation, on va dire c'est le tronc commun, et après on arrive à le spécialiser pour SAP application, et où on optimise tout ce qui est librairie, kernel, spécifiquement pour SAP. La SLS for SAP inclut toujours la partie haute disponibilité. Et on peut faire tourner SLS for SAP sur les architectures Power et x86, comme le disait Pierre-François, et on rajoute l'architecture en système Z sur la SLS classique. Alors, qu'est-ce qui change? Donc, le support général de la distribution va durer maintenant 2 ans, et on va rajouter 3 ans supplémentaires pour cette partie SAP, qui nous amène à un cycle de vie par service pack de 5 ans. Alors juste pour rappeler, hein, ça a toujours été un des points forts de SUSE et d'SAP. La demande des SAP a toujours été: faites-nous un operating system qui ne bouge pas une oreille, qui reste discret, qu'on peut laisser le plus longtemps possible sans faire de modifications vraiment majeures, parce que le temps est compté dans le monde SAP et dans le data center. Si on pouvait se passer d'avoir des opérations longues et coûteuses juste pour l'infrastructure, merci, ça nous arrange. Donc ça, on l'a reporté dans le cycle de vie de la SLS for SAP depuis maintenant quasiment 15 ans. Donc pour nous, c'est naturel de vous donner des versions qui durent longtemps, longtemps et longtemps. Mathieu? Pour continuer, donc là, on a changé aussi la façon de numéroter nos versions mineures. Là, on abandonne le label Service Pack, et on arrive avec des notations avec des points, donc 16.0, 16.1, etc. Bon, mineur, majeur, hein, c'est quand même un standard dans l'industrie, donc vous allez plutôt retrouver des choses connues que la particularité SUSE de ce mot de Service Pack. Il n'y a pas de changement dans la techno. Ce qu'on change par contre, Pierre-François, ouais, ce qu'on change par contre, ça va être la release la date de sortie de la SLS for SAP. Maintenant, on va sortir de manière annuelle les versions en novembre, là où précédemment, en 15, on était plutôt sur du juin-juillet. Le système d'exploitation en SLS 16 est aussi compatible avec le au-delà de 2038. Parce que on a un bug qui arrive, qui nous fait revenir si on ne corrige pas ce bug, ça nous fera passer au 13 décembre 1901. Donc je vous invite vraiment à corriger et à patcher et à passer sur cette SLS 16. Alors, Mathieu, tu rappelles que le bug de 2038, on dit on a un problème. Enfin, c'est l'industrie du logiciel en général qui a un problème. Hein. En général, c'est comme le bug de l'an 2000. Hein. Si vous n'y avez pas pensé, pensez-y. Penchez-vous dessus. OK? Maintenant, vous voyez la roadmap produit de 2025 jusqu'à 2041. Donc, avec les sorties, les fins de LTS, les sorties de Service Pack, la sortie de la SLS 17, par exemple. Voilà. Je vous invite à faire une capture, ou je pense qu'on vous enverra le slide à tous les participants. Qu'est-ce qui change encore entre la SLS 15 et la SLS 16? Donc, en SLS 15, on avait le SAP-Conf pour configurer la partie SAP, et dans la SLS for SAP, on avait le SAP-Tune. Donc là, on a uniformisé en SLS 16 et SLS 16 for SAP, on est basé sur du SAP-Tune. Donc, un peu moins compliqué, sera un petit peu moins compliqué. On aura quelque chose d'uniforme maintenant. Là où on avait, dans les landscapes mixtes dans lesquels vous avez par exemple de la SLS sur certains serveurs d'application, vous avez de la SLS for SAP sur le serveur RANA, vous n'aurez pas deux outils, pas deux types de recommandations, vous aurez une uniformité. Donc c'est plus simple pour les opérations. Donc maintenant, on va passer à la haute disponibilité. Donc, les changements entre 15 et 16, donc, on avait un certain nombre d'agents qui étaient disponibles en 15. On avait le SAP HANA SR, donc SR pour système réplication. Et donc, le premier était essentiellement pour le scale-up.
le deuxième pour le scale-out. Et en 15, on a sorti le SAP HANA SR NJ. Donc, le NJ reprend, c'est une refactorisation du code pour reprendre les deux précédents, donc pour le scale-up et le scale-out. Donc là, on n'aura plus qu'un seul agent pour gérer les deux cas. Vous avez mis un QR code sur la droite. Alors, ça vous envoie pas sur la chanson de Keith Richards et Rolling Stone en 1973, quand il pleurait ses amours perdus pendant sa cure de désintoxication. ANJ, ça rappelle quelque chose pour les plus vieux, c'est le code barre qui vous donne la liste des 17 sessions concernant SLES for SAP que l'on avait livrées lors du SUSCON 2025. Et dans ces sessions, il y en a une particulièrement en zone intéressante sur NG. Donc regardez ça et regardez les autres aussi. On remettra ce code barre plusieurs fois dans la présentation pour vous rappeler qu'il y a des ressources en ligne sur les quelques mots que l'on voit sur la gauche. Mathieu? Oui. Donc là, maintenant, on va parler des nouveautés aussi. Donc, la SLES 16 arrive avec un nouvel installeur. Donc, on en a terminé avec Yast. Bon, après, moi, je regrette un petit peu parce que j'aimais bien cette technologie, mais à jouer un petit peu aussi avec Agama, c'est aussi agréable. Donc voilà, et on a le cockpit, voilà, qui est une interface d'administration qui vous permet de piloter votre serveur directement depuis une interface web. Vous n'avez plus à vous connecter en SSH. Enfin, vous pouvez vous passer par ce biais-là si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi faire de la configuration de vos systèmes. Aussi, point important, on a décommissionné le SHA-1 sur la SLES 16 là, à partir de la release candidate 1 pour s'aligner avec le NIST. Voilà, le NIST, lui, l'a supprimé. Donc là, en fait, on suit juste la directive. Donc pour Agama, on est d'accord, hein, on est au 21e siècle, les installeurs ont le droit d'avoir des beaux GUI, d'être modernes, d'être clic souris, et ceux qui vont regretter les bons vieux CLI, ils font partie, comme moi, des gens qui ont connu avant l'an 2000. Merci. Donc, merci de m'avoir présenté ce slide. Donc, voilà, je vais vous présenter l'interface graphique de l'installeur. Maintenant, une installation SLES for SAP va ressembler à, voilà, c'est un des écrans de l'installeur Agama. Pour Cockpit, donc voilà, c'est une interface d'administration web qui va vous permettre d'administrer vos serveurs. Elle est simple et sécurisée. Voilà, elle est dessinée pour voilà, déployer, permettre de faire des choses avec Ansible ou SSH. Voilà. Il y a des plugins et des modules pour augmenter les fonctionnalités de Cockpit. Et voilà, là, je vous ai mis une petite capture d'écran aussi de Cockpit. Alors, en ce qui concerne Agama, on s'est posé la question avec Mathieu. L'open source est friand d'images et d'acronymes. Alors, dans ce cas-là, comme Suze a toujours eu pour mascotte le caméléon, comme vous le savez, ce beau lézard vert, et bien l'Agama, c'est un très joli lézard africain qui est rouge et bleu. On vous enverra une photo pour ceux qui vraiment en font la demande. Ouais, je le rajouterai dans le slide. Sur cette Merci page. Mathieu, très important. Ouais. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec la partie système d'exploitation. On va passer à la partie automation avec SAP. Donc toujours le petit QR code en haut à droite pour les sessions SUSCON dédiées à SAP. Voilà. Pour la partie automation, on ramène des rôles et des playbooks en Ansible. Voilà, je reviendrai un peu plus en détail après. Donc, au niveau sécurité aussi, on active, SE Linux est activé en mode permissif et les applications SAP tournent en mode non confiné. Et au niveau fiabilité, vous pouvez passer aussi sur de la haute disponibilité pour votre base HANA ou vos services centraux. Et vous avez aussi l'excellent outil qui s'appelle Trento qui va vous permettre d'observer votre landscape SAP.
Je Donc, ne résiste pas. Mathieu, reviens en arrière. Je ne résiste pas au plaisir d'une petite anecdote. On a le temps. SE Linux, à une époque, n'était absolument pas supporté par SAP. Et nous avons récupéré quelques clients en SUSE qui avaient malheureusement activé le SE Linux chez un concurrent qui le conseillait pour des raisons de sécurité. Évidemment, ça plantait tout. Et bon, on a été ravis de montrer qu'on connaissait quand même SAP sur le bout des doigts. Mais maintenant que c'est supporté, on est ravis de le mettre à disposition. Donc, vous pouvez maintenant faire du SE Linux avec du SAP. C'est maintenant possible. T'as vu, j'ai pas dit le nom, Mathieu, hein, du concurrent. merci pour l'anecdote, Pierre-François. Donc, pour cette partie automation, donc voilà, on vous laisse le choix de configuration. Donc, Ansible est inclus et supporté en SLES 16. Vous avez toujours le support de Salt qui est aussi inclus dans le SUSE Multi Linux Manager, qui est anciennement le SUSE Manager. Voilà. Donc, on a des rôles et des playbooks en Ansible qui vont vous permettre de faire les opérations niveau D1 et D2. Le SUSE Manager, voilà, on a continué de rajouter des fonctionnalités autour d'Ansible. On supporte toujours SAP. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ici, Pierre-François? Alors, je rajouterai quelque chose un petit peu plus tard, mais bon, déjà, on peut dévoiler l'information. À partir du 1er novembre, les nouvelles souscriptions au SUSE, qu'elles soient prises dans les clouds, c'est déjà le cas, contenaient l'agent Multi-Linux Manager qui contient la partie support d'Ansible et la partie live patching. Ça, c'était dans le cloud. Maintenant, quelles que soient les souscriptions, même si elles sont pour des installations on-prem, par exemple, contiendront ces deux agents, Multi-Linux Manager et Live Patching. On y reviendra. Mais donc, si vous vous disiez, bah oui, mais il y a des options où je n'avais pas prévu d'acheter le Multi-Linux Manager, bah, sachez que maintenant, ça va être inclus de base dans les souscriptions Salesforce. C'est de la bonne nouvelle pour vous et pour nous. Eh bien, Vas-y, super. Mathieu. Donc, on a Ansible, donc le moteur qui est supporté en SLES 16, dans lequel on rajoute aussi des rôles spécifiques pour administrer les systèmes Linux. Donc, voilà, il y a pour l'installation de aide, d'installation de certificats, firewall, etc., etc. Et spécifiquement pour SAP Application, on a quatre rôles Ansible qui vont vous permettre de faire votre déploiement voilà, au jour le jour. On a aussi dans Package Hub, donc attention, Package Hub a un cycle de vie particulier. Mais sinon, là, les quatre que je vous montre là à l'écran, eux sont supportés. Voilà. Et passer à Trento. Tu as peut-être encore des choses à dire sur Ansible, Pierre-François, ou je passe tout de suite à Pas Trento? particulièrement pour l'instant, mais je crois que ce qui était intéressant, c'est de se rappeler que l'open source est vraiment un monde ouvert. Quand on a fait le choix de Salt il y a 6-7 ans, c'était une très bonne solution. On s'est rendu compte que le marché avait aussi supporté en masse Ansible, pour lequel nous, on pensait en tant intellectuellement que ce n'était pas aussi bien sur certaines choses. Bon, finalement, la synthèse de l'open source, c'est toujours l'intelligence collective, et on voit que on est capable de faire du déploiement de SAP avec SUSE, aussi bien avec un outil qu'avec l'autre. Et moi, je pense que c'est toujours un bon point de voir que open source, c'est vraiment dans notre ADN. On ne reste pas bloqué sur des solutions fermées. Tout à fait, ouais, avec Ansible, c'est assez facile d'adresser un landscape SAP. Par contre, quand on doit adresser beaucoup plus de machines qu'un landscape SAP, la Salt a un vrai avantage parce que là, il est agentless et on arrive à scaler énormément et nettement plus que d'Ansible. Mais C'est dans un pour ça qu'on contexte. garde les deux. Vas-y, Mathieu, c'est bon. Voilà. Trento, voilà, là c'est une solution qui va vous permettre d'observer votre landscape, votre ou vos landscapes SAP. Vous allez pouvoir vérifier si votre configuration, votre installation, votre déploiement a été fait correctement au niveau système SAP, et on va savoir aussi monter dans les couches cluster avec Pacemaker. Pardon.
Ça va monter dans les couches cluster avec l'extension haute disponibilité de Salesforce SAP. Donc, enfin, voilà, c'est un outil qui va vous permettre de faire cette observation. Donc, originellement, il fallait le déployer sur du conteneur, enfin dans du conteneur, dans du Kubernetes. Maintenant, on vous laisse le choix aussi. On peut très bien le déployer, on continue de le déployer en mode conteneur, mais vous pouvez le déployer enfin, sur une stack dans une machine virtuelle comme vous le faites pour vos machines SAP, par exemple. Voici une interface graphique, enfin, quelques extraits d'interface graphique de Trento. Donc là, sur la partie droite qui est un peu plus importante, donc là, on détaille la partie pacemaker cluster. Donc on voit que la synchronisation est OK. On voit qu'on est en réplication synchrone. On voit qu'on utilise le log replay et en fait, on voit les tests qui sont passés sans warning et les critiques et on va pouvoir aller se rendre compte de chaque problème sur les différents landscapes SAP que vous voyez. Passer à la virtualisation. Donc, là, pas de changement majeur, enfin, voilà, si ce n'est l'abandon de Xen, mais KVM reste l'hyperviseur supporté par SUSE et SAP. On l'a fait valider par SAP pour qu'il réponde bien aux besoins de fournir une machine virtuelle à SAP et de pouvoir l'exploiter correctement. Alors là, pareil, c'est plus du domaine de l'anecdote que de l'information purement exploitable. Mais c'est intéressant de savoir que, par exemple, jusqu'à il y a encore très très peu, le système de virtualisation massivement employé par SAP pour ses besoins internes, mais vraiment pour ses besoins internes, personne ne le sait, personne ne le voit, c'était du Xen. C'est sans doute un des plus gros et un des derniers plus gros clients Xen au monde. Pour autant, le marché commande, le marché décide. Xen est relativement inconnu dans l'environnement SAP exposé aux clients. Donc, c'est KVM qui est le plus connu, bien sûr, avec VMware, dont on reparlera peut-être un petit peu dans les questions-réponses, même si on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Finalement, SAP et SUSE, j'irais, s'entendent comme larrons en foire, même si d'un côté, eux utilisent massivement du Xen de façon cachée sous le capot de leur data center. Pour ce qui est de vous présenter des solutions supportées et populaires sur le marché, on met tous nos efforts à faire en sorte que régulièrement, on revalide et on reversionne et on supporte ce qui plaît, ce qui est utilisé. Donc, on continuera à inclure le KVM dans le SLES, le SLES ForSAP, le SLES Micro. Ça continuera à être validé par SAP, même si d'une façon cachée, ce n'était pas forcément le choix de SAP depuis quelques années. Donc, on dit que Xen est abandonné pour nous, peut-être qu'ils en auront encore chez SAP, mais pour vous, clients, ça n'a pas d'incidence. On respecte les choix du marché et vos choix. Mathieu ? Oui. Là, on va passer à la partie containerisation. Alors là-dessus, oui, je voulais faire aussi un petit commentaire. Pendant toute l'année qui s'est passée, et on a énormément passé de temps à vous expliquer la première application containerisée de SAP réellement populaire poussée par SAP, qui est SAP EIC, Edge Integration Cell. Je ne refais pas forcément toute la présentation, mais je rappelle d'où ça vient et il faut comprendre pourquoi on a mis en gras que Digital Manufacturing allait être conteneurisé, pourquoi Mobile Services allait être conteneurisé. Je ne reviendrai pas sur Data Intelligence ou Solace, Advanced Mesh. Je vais juste me concentrer sur EIC, Edge Integration Cell, juste pour rappeler. Pour ceux qui l'ignorent, parce que j'ai vu quelques questions, EIC, quand SAP a décidé, par exemple, de faire évoluer un produit tel que PIPO, Process Integration, Process Orchestration, le choix de SAP a été de dire au client, vous allez sur SAP BTP. Dans SAP BTP, vous sélectionnez Integration Suite. Donc, vous modifiez tous les modèles PIPO, vous les redesignez à la mode BTPIS, un peu comme quand on a des vieilles interfaces, on les redesign en Fiori. Donc, vous exécutez après,
vos modèles d'intégration dans mon cloud SAP. Est-ce que tout le monde est content? Les clients disent bah oui, moi ça me va, pas de problème. Il y a quelques clients, et pas des moindres, qui disent bah non, je veux bien adopter un mode de développement, un pass pour redesigner mes modèles d'intégration, mon middleware, on va dire, d'intégration d'applications de SAP à SAP ou même de SAP avec le reste du monde. Par contre, j'ai des contraintes. Pour l'exécuter dans le cloud SAP, là, par contre, je ne suis pas d'accord parce qu'il peut y avoir de l'intégration avec des datas qui ne m'appartiennent pas, il peut y avoir un besoin de souveraineté, il peut y avoir un besoin de temps de latence, il peut y avoir tout un tas de raisons qui fait que je n'ai pas envie ou je ne peux pas facilement exécuter ces process d'intégration et d'orchestration dans le cloud SAP. Donc SAP a dit, OK, Banco, on va développer une version, ce qu'on appelle l'Edge chez SAP, en fait, c'est tout ce qui n'est pas dans le cloud SAP, donc ce n'est pas forcément l'Edge au sens un peu IoT auquel on pense parfois. Donc Edge Integration Cell, c'est juste un gros runtime de IS, Integration Suite, qui est basé sur un cluster Kubernetes en termes d'infrastructure et qu'on va déposer le plus souvent dans le data center du client, derrière son mur de confiance. Et pourquoi ça? Ça va permettre d'avoir le contrôle de l'exécution, le contrôle de la localisation des données, le contrôle des temps de réponse, donc des SLA. Pourquoi cette longue introduction? Pour dire qu'à l'occasion de ce bras de fer où les clients ont gagné, SAP a dit OK, je vous permets de faire une installation hybride avec une exécution hybride, même si on garde les modèles conçus dans le SAP BTP, vous allez pouvoir l'exécuter en partie chez vous. Et SAP s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas mauvais, parce que ça va permettre à des clients de non seulement obtenir le SLA qu'ils souhaitent et ou la confidentialité ou la souveraineté qu'ils souhaitent sur certains bouts d'application, mais ça permet aussi, de par le fait, à SAP de ne pas contenir dans les SLA d'un RISE global, par exemple, des exécutions de portions de workload qui demandent des SLA très contraignants, donc peut-être très coûteux aussi, et dont la responsabilité est mieux entre les mains du client qui a plus l'habitude de réaliser certaines opérations en performance et en sécurité. Donc, SAP s'est rendu compte qu'un candidat comme Digital Manufacturing, on va en gros gérer le temps du shop floor à la microseconde, pas forcément compatible avec le temps du réseau vers le cloud, aller et retour. Une tablette de saisie avec un petit code barre sur un chariot filaire qui fait des allers-retours avec le cloud, parfois ça peut être bien, parfois ça peut être nul. Donc, finalement, SAP est en train, avec nous, on y réfléchit et ça, on est en train de tester Digital Manufacturing, il y aura des applications qui auront de plus en plus, pour certaines portions, des modules d'integration cell ou de edge cell, peu importe le nom, là on a parlé d'EIC. Mobile Services est sur la liste et on peut dire que sur l'évolution, sur la roadmap de SAP, il y a quelques demi-douzaines, quelques dizaines de modules qui viendront se baser sur un cluster Kubernetes exécuté aux soins du client. Pourquoi on est très content d'en parler? C'est que de même que l'on avait fabriqué il y a à peu près 15 ans, 16 ans, une SLES for SAP, une SUSE Linux Enterprise Server for SAP Application, qui avait demandé des modifications du kernel pour gérer les pages de mémoire, qui avait demandé quand même pas mal de dispositifs pour spécifier un OS pour une workload SAP. On fait la même chose au XXIe siècle avec les technologies modernes qui sont les conteneurs et leur management et leur sécurité et leur observabilité. Et on a sorti au mois de juin efficacement une Rancher for SAP Application. Donc, notre système Rancher Prime qui permet de gérer des clusters Kubernetes dans leurs opérations et leur sécurité. En fait, on en a fait une version adaptée à SAP pour pouvoir supporter dans le futur les applications, les 5 qu'on a listées bien sûr, et puis celles qui vont venir, parce qu'il y en aura d'autres. Donc c'est intéressant de noter, de faire ce parallèle, une SLES for SAP pour les workloads basés sur un OS, sur une VM des années 2000, et bien maintenant on va avoir en parallèle l'intelligence de SUSE et la connexion étroite qu'on a avec SAP pour avoir un Rancher for SAP Application qui va adresser lui aussi les problématiques spécifiques à SAP, mais avec les nouvelles
options d'infrastructure. Toujours le code barre sur la droite, c'est toujours pas NG par les Rolling Stones, c'est là le lien vers certaines sessions que nous avions délivrées au SUSCON en 2025, qui donnent bien des détails là-dessus. Je laisse Mathieu revenir sur l'aspect technique des nouveaux systèmes. Non, je vais le faire. On supportait pour les systèmes de stockage résilients dans EIC, MongoDB, enfin, je ne me rappelle plus, certaines bases de données open source. Okay. Et il y a des clients qui me disent ouais, c'est sympa, mais moi j'ai investi beaucoup sur NetApp, je veux du Trident. Donc on a intégré dans EIC le support de Trident. Pareil pour ANA. Alors là, ce n'est pas annoncé, mais un des plus gros clients avec un fort accent allemand et qui fabrique des voitures outre-Rhin a expliqué à SAP, vous m'avez convaincu que la base de données ANA, c'était l'alpha et l'oméga de votre performance et de votre résilience. Ne me sortez pas un SAP EIC qui ne supporte pas SAP ANA, parce que moi, ça va me freiner dans mes opérations. Je n'ai pas envie de ramener des produits comme ceux qui sont pris en infrastructure. Donc, bien sûr, quand il y a un gros contrat à la clé, SAP dit oui, comme nous, on n'est pas bêtes. Hein. Donc, il y a prévu le SAP ANA DB Support pour SAP EIC. Donc, pour ceux qui auront envie d'en parler plus longuement, revenez vers nous. On vous donnera un peu plus d'informations sur la roadmap, un peu plus d'informations sur la technique. Mais là aussi, on montre que de même qu'on a ouvert, qu'on a adapté, qu'on a fait évoluer régulièrement un operating system avec une version spéciale pour SAP, ben, on est en train de faire évoluer, d'adapter, d'intégrer et de mettre de nouveaux produits dans une distribution Rancher pour SAP Application. Donc, l'histoire se répète pour le meilleur pour vous. C'est un partenariat très étroit entre SUSE et SAP pour les workloads où qu'elles se trouvent et quelle que soit la technologie qui les supporte. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu, à ceci ? Non, c'est bon. Bon, on regardera s'il y a des questions sur le sujet qui reviennent. Vas-y, Mathieu, continue. Oui. Donc là, on va parler de SUSE et d'intelligence artificielle dans un contexte SAP. Donc voilà. Donc, on a des MCP qui sont en cours de développement. Donc, MCP, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Model Context Protocol. Donc, en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'interagir avec des services derrière. Donc, là, dans les services, nous, on a créé deux pour le moment qui sont basés sur Multi-Linux Manager et Trento. Donc là, en fait, on va pouvoir aller interroger via l'intelligence artificielle, demander à avoir un statut de notre landscape, aussi bien au niveau mise à jour du système d'exploitation que de comment est déployé votre landscape SAP. Là, genre avoir une météo, dire voilà, le soleil est tout bleu, il n'y a pas de problème, ou après il y a un petit peu de nuages, donc il y a un petit peu de choses à faire. Donc voilà, ce seront le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec le MCP. Alors, on a mis en bas en gras deux lignes, Rancher for SAP Application et SUSE AI. On vient de faire un parallèle entre la SLES for SAP et le Rancher for SAP. Là, on parlait du passé. Parlons toujours du futur maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce parallèle? En fait, quand on a fait un Rancher for SAP Application, on prend Rancher Prime, la plateforme de management Kubernetes, on rajoute SUSE Observability, on rajoute SUSE Security, on rajoute l'OS SLES for SAP Application. Et ben en fait, SUSE AI, c'est les mêmes composants. C'est assez rigolo de voir que finalement, un SUSE AI, c'est du Rancher Prime, c'est de l'observabilité, c'est de la sécurité. Voilà, c'est plus l'OS, c'est juste la gestion des GPU, c'est Application Collection pour avoir des sources, j'irais déjà bien curated et bien propres d'applications à utiliser pour construire ces applications. On voit quand même que les logiques entre SUSE et sa gamme de produits et SAP s'aligne quand même de façon très agréable. Mathieu? Oui. Avant-dernier sujet, ça va être le patch management. Alors, juste, je vais là, pareil, Mathieu m'avait demandé de refaire un petit rappel. Vous vous souvenez, parce qu'on l'a déjà fait ensemble, on a fait des présentations sur le patching paradoxe. Je le rappelle en deux mots, hein, patching paradoxe. Les applications les plus critiques sont celles qui doivent être les mieux protégées. On est d'accord.
Les applications les plus critiques sont aussi celles qu'on a le moins l'occasion, le moins la volonté, le moins la latitude d'arrêter. Et ben, ça veut dire qu'on a un sacré problème, c'est que les applications les plus critiques sont celles qu'on va le moins patcher parce qu'on n'a pas le droit de les arrêter. Donc, d'un côté, je ne patche pas et je suis à risque, et de l'autre côté, si je patche, j'arrête. Ce qui en soi revient à subir les conséquences d'un risque, c'est un arrêt. Donc le patching paradoxe, on le résout chez SUSE avec à la fois des dispositifs de continuité d'exploitation avec du live patching. On patch en live l'operating system sans jamais l'arrêter pour les criticités importantes, les CV au-delà de 7. Et puis on utilise le Multi-Linux Manager, ce qu'on appelait avant SUSE Manager, pour patcher de façon, j'irais, analytique, programmatique, par des campagnes, par des scripts, de façon, j'irais, très organisée, mais pas forcément en live patching. Donc on essaie de faire du patching le plus intelligent, et puis quand on a vraiment besoin, quand on n'est pas live patché sur certains correctifs, ben le rolling update du cluster. On va mettre en place des serveurs critiques en cluster, et quand on a des mises à jour à faire qui ne sont pas possibles en live patching, eh ben on va basculer un membre, appliquer les modifications, rebasculer en arrière, reconstituer une cluster, et finalement, au prix d'un tout petit baisse de performance temporaire, on va avoir mis en place une continuité de service complète à 100%, sans jamais arrêter la disponibilité au client. Ceci, c'est tellement beau qu'on a décidé qu'on mettrait ces agents multi-Linux, management support et live patching, non seulement dans les offres des hyperscalers, comme c'est le cas depuis 5 ans, mais aussi dans toutes les souscriptions, quelles qu'elles soient. Donc, à partir de novembre, LMS et live patching sont inclus dans toutes les souscriptions de SUSE, quel que soit le route to market, quel que soit le type d'installation, on-prem, hybride, cloud, via un reseller, via un hyperscaler. On a aligné ceci et c'est pour votre bien. Mathieu, tu veux nous parler de la migration vers SLES ForSAP? Oui, alors donc, si vous avez une SLES et que vous faites tourner des workloads SAP, mais que vous souhaitez uniformiser la gestion de vos operating systems et aligner vos souscriptions, vous pouvez, et on vous propose aussi de migrer une SLES en SLES for SAP. Donc là, il y a la note au support qui explique comment faire. Alors attention, la migration se fait de SLES vers SLES for SAP. L'inverse n'est pas possible. C'est important de le rappeler. On a mis une petite ligne live patching for application. Alors, on a mis un peu l'interrogation très volontairement, ce n'est pas une faute de frappe. Le live patching, je l'ai rappelé, mais je vais le répéter, on peut mettre à jour le kernel sans interrompre l'operating system. On crée un peu de logiciel qui va montrer un chemin de dérivation, on ne va plus utiliser une fonction, on va utiliser sa remplaçante, et puis au bout d'un certain temps, quand statistiquement on aura constaté qu'on n'utilise plus jamais, on n'est plus jamais tenté d'utiliser l'ancien chemin, ben on va le tuer, comme ça on va nettoyer le code. Le live patching, c'est brillant, c'est vraiment brillant, ça permet de ne pas arrêter, et à tel point qu'on a eu des demandes et on les a suivies. Donc maintenant, le live patching n'est plus seulement disponible pour le kernel, il est aussi disponible pour les user groups et pour certaines librairies. On peut commencer à mettre à jour des DLL et des choses comme ça sans avoir besoin d'arrêter l'operating system. Mais une bonne idée ne reste jamais toute seule. Et pourquoi on ne le ferait pas pour les applications? Et y a-t-il une application qui est plus demandeuse que SAP de se mettre à jour sans arrêter les opérations? Ben non, donc on est en train de regarder, ça fait un petit moment. Il n'y a pas d'annonce pour l'instant, c'est un point d'interrogation, donc je ne m'engage pas, je ne promets rien, mais sachez que les API du live patching de SUSE sont en train d'être regardées par SAP pour peut-être demain proposer quelque chose d'aussi intéressant que ne jamais arrêter les opérations SAP. Mathieu? Voilà, on passe avec SAP et SUSE Alliance. Alors, là, sur ce slide-là, je voulais en mettre des kilos. Finalement, on n'en a pas mis tant que ça. Je vais juste rappeler pour ceux qui, dans l'assistance, il y a quelques noms que je ne connais pas, ça fait quand même 25 ans qu'on travaille
qu'on travaille avec SAP. Ça fait plus de 20 ans qu'on est l'operating system de référence pour le développement de tout ce que SAP fait comme innovation sur la partie ERP. Et on a vu ça en 2011 avec Sapana et ça continue avec RISE, dont on est le blueprint, même si ça ne se voit plus maintenant pour vous. Toutes les innovations, qu'elles soient sur l'operating system ou sur les Kubernetes, sont développées sur SUSE. Donc, on ne sait pas du SLES for SAP, c'est du Rancher for SAP qui est la base des développements conteneurs. Donc ça, on a fait un SUSE-ID avec chez SAP au mois de mai et on a eu un nombre incalculable d'ingénieurs de SAP et de SUSE qui se sont tapés la cloche en allemand en buvant de la bière, mais surtout en parlant des technologies. Ça se fait au Linux Lab, qui est toujours à Waldorf, qui est toujours très actif. SAP n'a jamais été autant Linux qu'aujourd'hui. Bien sûr, SAP est au Customer Advisory Board et ils donnent leurs inputs. Et puis, depuis maintenant 2 ans, on est engagé, entre autres par la partie EIC, dont je vous ai parlé, étroitement, entre autres avec l'adorable Udo Palser. Alors, je dis adorable, c'est quelqu'un de très intelligent et de très brillant, mais en plus, il est très gentil, donc c'est super plaisant de bosser avec lui. Mais c'est quand même Product Manager de Cloud Integration. Qu'on soit au TechEd, qu'on soit à Copenhague, on sera à Berlin là dans 15 jours maintenant. Donc, on présente très étroitement notre relation, notre partenariat avec SAP. Donc, la question n'a pas été posée, mais je donne la réponse. Nous sommes toujours aussi proches de notre principal client, parce que c'est aussi notre principal client, et on est toujours un client S4 heureux et vice-versa, SAP est toujours un utilisateur ravi de SUSE, tant pour sa production que pour son développement. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur l'Alliance? Non, là on a terminé, enfin on peut passer aux questions. Alors dans les questions, j'en vois une qui me surprend, mais j'aurais pensé qu'on allait plutôt me l'apprendre, mais c'est moi qui vais peut-être commencer à répondre. Mathieu, tu vas m'aider. Qu'est-ce que c'est que le bug de 2038 ? Le bug de 2038, je l'ai appris par Mathieu. Depuis les années 70, on incrémente les compteurs de secondes dans les operating systems Unix, qui après ont donné quelques legacy pour les Linux. Et à un moment, un compteur de secondes, il est rempli, le log ne tient plus. Donc, comme le dit Mathieu, si on ne fait rien en 2038, on aura rempli la mémoire et ça va exploser, on va repartir en 1901. Donc, on est en train de faire en sorte que ceci soit invisible pour vous et avec la SLES 15 et 16, vous ne vous poserez même pas la question. C'était bien ça, Mathieu ? C'est bien ça, et tous les systèmes sont affectés parce que voilà, c'est la façon dont on compte le temps. La base, en fait, c'est le 1er janvier 1970, et là, en fait, on va arriver au nombre de 1 complet en termes de binaire. Donc là, en fait, c'est le 19 janvier 2038, il me semble. Donc, une fois qu'on va passer l'heure fatidique, eh bien, on reviendra en 1901. Si on reste avec des systèmes, si vous restez avec une SLES 15 en 2038, ben là, vous tomberez dans ce problème-là. Avec l'upgrade en 16, ce problème sera déjà corrigé. Donc, on va bien anticiper aussi. Alors, une autre question, quelqu'un me demande ce que c'est que SUSICON. Donc, je crois que Christophe ne le savait pas. Donc, SUSE, comme tous les ans, SUSE organise une conférence annuelle. Alors, à la différence de certaines compagnies qui sont très, très, très marketing, on n'en fait pas forcément une publicité aussi bonne qu'on le pourrait. Ce n'est pas la faute de Lille Durand qui le fait parfaitement en France, mais bon, on va dire, soyons modestes, ce n'est pas la conférence technologique de l'informatique qui ramène le plus de gens au monde. Néanmoins, elle est particulièrement suivie et suivie avec attention par les clients SUSE parce que c'est une conférence réellement technologique. L'année dernière, à Prague, je crois que je ne me rappelle plus, c'était l'année dernière. De mémoire. Peu importe, l'année dernière, il y avait 17 sessions sur SAP. C'est le code barre qu'on vous a mis. On attend à peu près une vingtaine de sessions sur SAP. Ce sera entre le 20 et le 23 avril. Ce sera à Prague. Donc, on enverra aux participants un lien sur le SUSCON 2026 et sur le catalogue des sessions qui est en train de se construire. Et ces sessions, elles arrivent
en avril et généralement, comme elles sont en avance de phase, c'est comme on le fait aujourd'hui en octobre, du matériau que vous pouvez encore utiliser pour vous former et pour comprendre tout ceci. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Odile, Mathieu, quelque chose à rajouter? C'est bon pour moi, Pierre-François. Voilà. Les questions qui sont restées en suspens seront adressées avec les réponses détaillées aux participants. Merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons une bonne fin d'année et de semaine plutôt, mais d'année aussi. Au revoir. Au revoir.